Aujourd'hui, on explore ensemble un paquet de documents assez passionnants. Oui, on a des rapports d'agences comme la EIE, des annonces de constructeurs, Toyota, Archer. C'est ça. Et des articles spécialisés aussi. L'idée, c'est de voir un peu où nous emmènent les transports, disons, dans les 3 à 10 ans qui viennent. Exactement. Et ce qui est frappant, je trouve, avec ces sources qui sont quand même fiables, c'est qu'on n'est plus dans le concept lointain, hein. Ah non, ça se rapproche. Voilà, on voit vraiment se dessiner une mobilité complètement différente, avec, et c'est important, un potentiel d'accessibilité plus grand pour certains types de véhicules. Ça pourrait vraiment changer les choses. Alors, commençons par la route, si tu veux bien. L'électrique, bon, on sait que ça monte. Le rapport 2024 de l'AIE le confirme bien au niveau mondial. Oui, la croissance est là. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça déborde des marchés classiques. On a des infos sur Olinia au Mexique, par exemple, ou l'essor des 2 ou 3 roues électriques en Afrique. Mhm. Ça montre que l'électrique devient plus accessible, plus populaire un peu partout. C'est tout à fait ça. Et pendant que l'électrique, disons, se démocratise pour le transport léger, l'hydrogène, lui, pointe sérieusement le bout de son nez. Surtout pour les gros véhicules. Ah oui. Mais oui, quand tu dis les annonces de Toyota, UKA sur leur Hilux à hydrogène ou Honda avec leur concept de camion classe 8, Les très gros camions, ça. oui, voilà, ou même Volvo Trucks qui annonce des lancements pour bientôt, on sent une vraie volonté de, comment dire, de décarboner le fret lourd. Donc si je résume un peu l'image qui se dégage pour les prochaines années, ce serait l'électrique pour le quotidien et l'hydrogène pour les gros transporteurs. C'est la tendance forte, oui, qui ressort de ces différentes annonces et prototypes. L'électrique, c'est maintenant et ça s'étend. D'accord. L'hydrogène pour le lourd, c'est clairement la prochaine étape que ces constructeurs sont en train de préparer activement. Après, la question, ça reste la vitesse de déploiement des infrastructures, évidemment. Bien sûr, les stations, tout ça. Ok, alors quittons la route. Si on a cette dualité électrique-hydrogène qui s'installe, est-ce que ça décolle aussi littéralement, hein? Bien sûr. Les airs. Les taxis volants, les fameuses eVTOLs, ça devient concret, non? Je vois Archer Aviation qui parle d'un réseau pour New York avec United. Oui, et Volocopter qui a fait des tests pendant les JO 2024 d'après certaines sources. Et Lilium aussi avant sur ces tests. Et même, j'ai lu ça, la voiture volante personnelle, PLV, qui préparait des livraisons cette année. C'est fou, hein? On touche du doigt un changement majeur, c'est certain. Les prototypes volent, les plans existent, mais Il y a un mais. attention, si la technologie avance vite chez Archer, Lilium et les autres, ce que ces sources montrent aussi, c'est que le vrai défi des 10 prochaines années, ce n'est peut-être pas juste la machine, c'est son intégration. Comment on fait voler tout ça en sécurité? Voilà, dans nos ciels qui sont déjà bien chargés. Et puis la question de l'accessibilité. Est-ce que ça va rester un truc de luxe ou est-ce que ça va se démocratiser un peu? Les sources sont encore un peu timides là-dessus. D'accord. Ciel encombré et accessibilité, c'est noté. Et sur l'eau? Changement de décor. Là, le mot qui revient tout le temps, c'est autonomie. Ah oui, clairement. On a des exemples comme le Yara Birkeland, ce porte-container norvégien sans équipage. Ou le Sea Hunter de la DARPA américaine, ce navire de guerre autonome qui navigue depuis un moment déjà. Tout à fait. Et ça ne concerne pas que la surface, les drones sous-marins, les UUV, ça foisonne. C'est-à-dire? L'Orca Excel UV américain avec sa capacité d'emport énorme, le prototype de Kongsberg pour les grandes profondeurs, le Manta de DARPA qui a été testé, et puis tous les nouveaux drones de surveillance ou de combat qu'on voit dans les salons navaux. L'activité est intense. C'est impressionnant. Mais qu'est-ce que ça implique au fond, toute cette autonomie en mer? Ça implique une transformation radicale, que ce soit pour le commerce ou pour la défense. La technologie est de plus en plus mature, on le voit bien dans ces projets, Oui, mais ça soulève des questions vertigineuses en fait. La cybersécurité de ces engins, comment adapter le droit maritime international, et puis l'avenir des marins bien sûr. La place de l'humain change. l'humain qui disparaît parfois de l'équation. En quelque sorte, oui, dans certaines opérations. Bon, alors, si on essaie de faire une petite synthèse rapide de ce tour d'horizon. Sur Terre, l'électrique qui s'installe et devient plus accessible. L'hydrogène qui arrive pour le lourd. C'est ça. Dans les airs, les taxis volants qui pointent leur nez, mais avec de gros défis d'intégration. Tout à fait. Et en mer, l'autonomie qui progresse à une vitesse folle. Les 3 à 10 prochaines années vont être décisives. Absolument passionnante. Et au-delà des véhicules eux-mêmes, la vraie question que soulèvent toutes ces avancées rapides, c'est comment est-ce que tout ça, l'électrification, l'hydrogène et surtout cette autonomie grandissante, comment ça va remodeler non seulement nos trajets quotidiens, Mais aussi nos villes, exactement, le commerce mondial, et même notre rapport à la présence humaine dans certaines tâches critiques. C'est une réflexion qui va bien au-delà de la simple fiche technique, quoi. une question ouverte pour la suite. Merci beaucoup. Merci à toi.